croissant, des milliers de personnes ont convergé cette année encore vers la mare sacrée Sanké. La 623e édition du Sankemo a eu lieu aujourd'hui. Le Premier ministre était présent à ce rendez-vous culturel. Les temps forts de cette tradition viennent de 6 siècles avec Drissa Kone. Bamako abrite depuis hier la 2e édition du Salon des médias du Mali. Les professionnels des médias maliens et de la sous-région vont débattre autour du thème « La presse à l'heure du digital, défis, enjeux et perspectives ». Mahamoudou Bokoum, élu pour 3 ans à la tête de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, URTEL. Le nouveau président de l'URTEL a été choisi à l'occasion du 9e congrès ordinaire de l'organisation. Stabilisation des prix des denrées de grande consommation. La Russie met à la disposition du Mali 50 000 tonnes de blé. Le ministre commissaire à la sécurité alimentaire est à Conakry où il réceptionnera demain une première cargaison de 25 000 tonnes. Jeudi 8 juin, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous ouvrons cette édition par la ville de San qui a abrité aujourd'hui la 623e édition de la pêche collective du Sankemo. Ils étaient encore des milliers de personnes cette année à converger vers la mare sacrée Sanké. Autant ils sont nombreux à participer à la pêche, ils le sont aussi à venir se procurer l'eau et la boue de la mare. Celle-ci aurait des vertus à en croire les autochtones. Et la présence du Premier ministre, Dr Choguel Kokala Maïga, a donné un éclat particulier à l'événement, nous dit Drissa Kone. Le Sankemo est la fête traditionnelle annuelle qui réunit tous les Sanois sans distinction de race, de religion et d'ethnie. Pendant 623 ans, elle a perduré dans le temps et dans les esprits. Cette année, ils étaient encore des milliers de Sanois et sympathisants à converger vers Sanké, la mare sacrée. Le temps de la pêche est donné à 13h et c'est le haro dans la mare. Impossible de rater l'événement sauf en cas de force majeure. Je ne peux pas rester à Bamako. Je suis né à San, grandi à Bamako. Et la fête de cette année, je dois venir parce que la région a besoin de moi aujourd'hui, en tant que membre du CNT, en tant que femme leader. Nous sommes venus pour pouvoir représenter la collectivité région 1, mais aussi participer à cette 623e fête qui est la fête de la culture. C'est l'occasion pour nous de se faire voir et de rendre l'image agréable. Si certains participants sont venus pour trouver du poisson, plusieurs autres viennent demander la clémence des djinns. Parmi ceux-ci, des étudiants, des chercheurs d'emploi ou même des femmes nouvellement mariées. Je suis Wolof et j'habite à Bamako. J'ai voulu venir ici pour participer à cette fête extraordinaire que j'apprécie énormément. En fait, c'est une fête qui est très belle. Ça parle de tradition, de culture. La boue de Sanké a beaucoup de vertus. Ça peut soigner beaucoup de choses. La présence du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga pour la 2e année consécutive à ces rituels prouve à suffisance que le Mali Koura tant annoncé est en marche. Notre souveraineté passe inéluctablement par la valorisation de nos us et coutumes. Et selon la tradition, la mare sacrée, le puits sacré et l'arbre sacré sont les éléments de fondation de San. À cette 623e édition du Sankemo, le Premier ministre qui a lancé la pêche collective était porteur des messages du chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Ses propos sont recueillis par Aloussini Touré. On est venu ici au nom du président de la transition, chef de l'État. Cet événement qui dure cette année 623 ans, il faut que le gouvernement soit là pour montrer à la population de San que la culture, notre histoire, sont les fondements de la refondation de l'État, du changement pour aboutir à la refondation. Il a pris 3 grandes décisions très fortes il y a quelques jours. D'abord, le prix de l'engrais, c'est 14 000 francs le sac désormais, pour les paysans. La deuxième chose, c'est que désormais en tout cas, il a fixé le prix du coton à un prix qui n'est jamais vu dans l'histoire du Mali, 295 francs. La troisième chose, le président me dit de vous dire que l'année passée pendant la campagne, il y a à peu près 170 000 hectares qui ont été affectés par les parasites, donc les paysans se sont endettés. Que cette dette-là,
le président a décidé que c'est tous les Maliens avec lui en tête qui vont prendre ça en charge. Les paysans peuvent dormir, personne ne va les inquiéter à cause des dettes. Ça fait près de 10 milliards. C'est l'État qui va prendre en charge. Ces 3 annonces sont inédites dans l'histoire du Mali. Et on l'a fait, le président l'a fait grâce au travail que les paysans ont fait, que les Maliens ont fait. C'est à cause de vous que nous tenons. J'ai tenu à vous dire que les adversaires du Mali n'ont pas peur des dirigeants. Ils ont peur de vous. C'est vous le gilet pare-balles du président, le gilet pare-balles du gouvernement. Tant que vous êtes avec eux, à la Barkala, Mali bétanien. Ici, à Bamako, le chef du gouvernement a reçu hier successivement le cinéaste Souleymane Cissé, venu présenter le Carrosse d'or, la distinction à lui attribuée par le monde du cinéma à Cannes, en France, les membres de l'association des médias sociaux et les organisateurs du salon des médias. La synthèse avec Alousseni Touré. Souleymane Cissé, 83 ans, cinéaste de son état, a été récompensé par ses pairs à l'occasion du Festival international de cinéma à Cannes, en France. Ce trophée, présenté au chef du gouvernement, il le dédie à la jeunesse malienne et plaide pour un soutien de l'État au cinéma malien. Il y a un mois, quand je partais à Cannes, je suis venu voir le Premier ministre pour lui faire connaître l'information. Et une fois que le carrosse a été donné, je suis venu le présenter et puis remercier le Mali dans son ensemble et dédier ce carrosse à la jeunesse. Et c'est très important pour moi parce que c'est la relève et il faut qu'il relève aussi les défis. Le chef du gouvernement a rendu hommage à cet homme de culture et a réaffirmé l'attachement des plus hautes autorités à la promotion de la culture. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est certes sobre, comme nous la voyons, mais elle est pleine de signification, d'émotion, et s'inscrit dans un élan de reconnaissance de la nation à l'endroit d'un cinéaste de talent qui a marqué notre époque et qui fait la fierté du Mali à travers le monde. Je crois que sans fausse modestie, vous devez tous être fiers, tous les Maliens après vous, de Souleymane Cissé. À travers Souleymane Cissé, je voudrais rendre hommage à tous les acteurs, tous les hommes et femmes, des chanteurs, des cinéastes, les peintres, les écrivains, les comédiens, les artisans, les hommes et femmes de lettres, les professionnels du secteur du livre et du patrimoine culturel. Le président nous a instruit de vous recevoir personnellement en attendant que lui-même il vous reçoive. Il m'échappe de vous dire que le pays est déjà fier de votre parcours. La nation malienne vous est reconnaissante. L'Association des médias sociaux est une organisation qui regroupe l'ensemble des acteurs évoluant au sein des médias sociaux. Leur hantise, l'élaboration d'une loi pouvant à l'avenir menacer leur profession et l'accès à l'information gouvernementale. AMS, l'Association des médias sociaux du Mali, c'est plus d'une centaine de pages Facebook. Et on a un certain nombre de problèmes. Par exemple, sans le vouloir parfois, on fait de la concurrence, on fait de l'ombre à certains médias, notamment les médias conventionnels, et ça nous crée des problèmes. On a appris aussi qu'il y a une loi en gestation contre les médias sociaux, contre les utilisateurs, contre les influenceurs. Et cette loi-là, en principe, elle doit aller au CNT. Le Premier ministre a assuré les initiateurs de la disponibilité des services de la primature et notamment de la cellule de communication et des relations publiques. Je suis très content que vous soyez là aujourd'hui, vous et d'autres qui vont nous regarder. Moi, je n'ai aucun scrupule, aucune honte d'être avec les hommes, des influenceurs, des hommes de médias. Moi, je compte sur le discernement de chacun, sa capacité de comprendre. Il y a un contact officiel avec mon cabinet de la communication. Je crois qu'entre vous, vous pouvez vous parler à trouver un autre point. Maintenant, les doléances. Moi, je veux qu'on soit pratique. Vous mettez sur papier vos doléances. Point 1, sous-titre, vous citez. Point 2, sous-titre, vous citez.
Je vais les donner à mon cabinet pour les examiner. Les organisateurs du Salon de la presse ont pour leur part présenté les participants étrangers au Salon des médias. Le Salon des médias est le premier forum des médias du Mali qui est à sa deuxième édition qui est consacrée à l'avenir des médias à l'ère du digital. Et le digital aujourd'hui qui a transformé le monde en un village et le Mali n'entend pas rester en marge de cette révolution. Et nous avons voulu prendre notre place, mais également mettre en phase l'ensemble des acteurs qui sont aujourd'hui du monde informel dans notre métier au monde formel. Le Salon des médias est une opportunité pour les acteurs du secteur de se retrouver autour des difficultés et opportunités en vue d'un meilleur devenir du secteur de la presse. Deuxième édition du Salon des médias du Mali. Les activités ont été lancées hier par le ministre en charge de la communication. Elles se déroulent autour du thème « La presse à l'heure du digital, enjeux et perspectives, défis ». L'événement est initié par l'agence de communication Différence et Créacom. Cette année, on remarque la présence de certains médias de la sous-région. Fousséni Tunkara. Les berges du Palais de la Culture Amadou Ampateba. L'espace accueille pendant 3 jours la deuxième édition du Salon des médias du Mali, Sam Mali. Un grand rendez-vous qui réunit les professionnels de médias et les décideurs. Cette année, il porte la réflexion sur le thème « La presse à l'ère du digital, défis, enjeux et perspectives ». Ça vaut le coup de pouvoir prendre 3 jours et de réfléchir ensemble. Réfléchir sur les enjeux, l'avenir, les perspectives, mais comment apprivoiser ce nouveau moyen. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'intérêt que les professionnels de médias et autres intervenants dans le domaine accordent à ces salons est appréciable à travers le nombre de stands érigés pour la circonstance. Ils se réjouissent d'avoir un cadre promotionnel. Ça me permet en tout cas de donner encore plus de visibilité à mon travail d'abord et ensuite à la chaîne de télévision que je représente, la télévision marocaine au Mali, Média TV. Nous aujourd'hui on est là parce qu'on est porteur d'une initiative qui vise à promouvoir un secteur bien précis, à savoir l'imprimerie, le graphisme et les métiers de l'art. Et une telle vitrine, ça ne se refuse pas. C'est une manière de nous faire vendre, de nous faire voir à ceux qui tous les jours nous côtoient, nous écoutent. On va montrer aussi aux jeunes étudiants qui sont dans les écoles de journalisme, leur montrer ce que nous faisons. Ça sera une école d'apprentissage pratique. De l'avis des autorités, les salons des médias se présentent comme une tribune qui renforce l'action gouvernementale côté communicationnel. La meilleure direction qui a été choisie depuis les indépendances passées, c'est la nouvelle indépendance que cette transition nous propose. Une souveraineté dans nos choix, et ça également c'est indéniable. Mais le tout dans l'intérêt exclusif, je dis bien exclusif, des choix du peuple malien. Alors, qui relaie toutes ces informations, qui diffuse cette nouvelle idéologie, cette vision, c'est la presse, c'est les médias de façon générale, qui relaient, qui expliquent dans nos langues nationales tout d'autres. Donc, une république sérieuse, comme l'a dit M. le Premier ministre, ne peut pas se défaire de l'amitié et de la sympathie des hommes et des femmes de presse. C'est indéniable. Plusieurs panels et des conférences débats en lien avec l'actualité du moment et des expositions meublent ce deuxième numéro du Salon des médias. Cette année, l'événement a atteint une dimension internationale avec la présence de certains médias de la sous-région. Dans le cadre de cette deuxième édition du Salon des médias, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, a animé ce jeudi un panel sur médias et élections à l'heure du digital. Le ministre a également inauguré le col du Salon des médias. Reportage Mamadou Fane. Médias et élections à l'ère du digital, c'est le thème du panel animé par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, pour ce premier jour consacré au panel prévu dans le cadre du Salon des médias. Dans son exposé, le ministre a avant tout expliqué sa vision sur le rôle des médias en période électorale. Il a ensuite insisté sur le professionnalisme et le respect de la déontologie. Dans le rôle des médias dans le processus électoral, je voudrais insister sur les normes et les principes. Les médias, en plus de fournir les informations nécessaires aux électeurs pour leur permettre de faire un choix éclairé et de fournir une plateforme,
permettant aux candidats d'atteindre le public ont un rôle essentiel dans la conduite des élections et leurs résultats. Bien entendu, il est demandé des hommes de médias le respect d'un certain nombre de principes déontologiques, le professionnalisme qui est gage de transparence, la publicité politique et l'équilibre à observer entre les candidats et leurs partisans. Quoi qu'il en soit, la publicité politique doit être équitable, aussi bien pour le privé que pour le public. Le deuxième volet du panel du ministre a porté sur les enjeux et défis liés au rôle des médias dans le processus électoral dans un contexte de refondation. La refondation aujourd'hui est un contexte que nous devons constamment avoir à l'esprit. Le processus électoral actuellement au Mali intervient dans un contexte particulier. Le premier élément de cette particularité, c'est les 10 ans d'insécurité. Est-ce que ce contexte doit impérativement influer sur le comportement, sur la conduite des hommes de médias? Je pense que oui. Peu avant d'animer ce panel, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, avait inauguré l'école du salon des médias, une école qui a pour mission un partage d'expériences entre les journalistes en herbe et les professionnels des médias. Ce communiqué, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe l'opinion nationale qu'un faux communiqué circule sur les réseaux sociaux faisant cas d'une évacuation immédiate de bâtiments administratifs publics, de banques, d'écoles, de centres de santé, de supermarchés et d'hôtels de Bamako. Le ministre tient à rappeler que ce communiqué n'émane pas de ses services, tout en indiquant que le ou ses commanditaires ne sont animés que d'une seule volonté, celle de susciter l'émoi et créer la panique au sein de la population pour un dessein inavoué. Le ministre rassure la population que toutes les dispositions seront prises pour identifier et interpeller le ou les auteurs de ce faux communiqué afin qu'ils répondent de leurs actes devant les juridictions compétentes. Le ministre sait pouvoir compter sur la bonne et constructive collaboration de la population avec les forces de défense et de sécurité. 6e congrès ordinaire de l'URTEL tenu à la Maison de la Presse aujourd'hui. Les travaux ont été sanctionnés par l'élection d'un nouveau président à la tête de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Il s'appelle Mahamoudou Bokoum. Il est élu pour 3 ans. Le point avec Aridjou Martina et Sambou Diakité. C'est Mahamoudou Bokoum qui est désormais le nouveau président de l'URTEL, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali, une organisation qui regroupe plus de 440 radios et qui a comme mission la promotion du pluralisme radiophonique et télévisuel au Mali ainsi que la défense des intérêts des organes audiovisuels. Homme des médias, le directeur de la radio Kaoural de Mopti, en terrain connu, s'est réjoui de la confiance placée en lui et entend contribuer au progrès de l'URTEL à travers l'atteinte de plusieurs objectifs, cela avec l'accompagnement de la grande famille de l'organisation et les partenaires. Au terme de ce congrès, vous venez de m'accorder toute votre confiance en me choisissant comme président du conseil d'administration. Un honneur et une lourde tâche. Je tiens à réitérer un hommage appuyé à tous les anciens présidents de l'URTEL qui se sont sacrifiés pour qu'aujourd'hui soit. Notre mandat est donc celui de la continuité. D'autres résultats seront engrangés pour la viabilité et l'épanouissement de nos radios et télévisions. C'est dans un esprit de don de soi, d'altruisme, de responsabilité et de rassemblement que je m'engage ici et maintenant à relever les défis de cette mission que vous m'avez confiée. Et ma première mission sera de rassembler toutes et tous, sans exception aucune, autour de l'essentiel. Le président sortant, lors de la cérémonie d'ouverture de ce congrès ordinaire, a fait l'état des lieux de la situation et la nécessité de différentes démarches, notamment la relecture des textes fortement recommandés afin que ces jours soient. Ce processus historique, démocratique, inclusif, marque définitivement la refondation, la maturité et la responsabilité de l'URTEL dans le Mali nouveau. Une URTEL moderne, plus ouverte, plus proche des radios, plus déconcentrée, avec des coordinations régionales fortes, désormais dirigées par des présidents des coordinations régionales. Dans le paysage médiatique malien, l'URTEL joue un rôle important à travers la sensibilisation et la diffusion de l'information.
Ce congrès qui se tient à un moment où notre pays entreprend plusieurs réformes doit renforcer la motivation des hommes des médias à accompagner les différents scrutins en vue. L'URTEL est une grande association fêtière. Elle s'est imposée comme un partenaire prioritaire et stratégique pour les pouvoirs publics, notamment pour tous les gouvernements successifs de 1990 à ce jour. Maintenant que nous avons un projet de constitution que nous soumettons à l'approbation de ce grand peuple du Mali, je voudrais leur dire et leur répéter que le président de la transition nous disait que ce qui se passe au Mali en rapport avec la Constitution, ce n'est pas une question liée à sa personne, ce n'est pas une question liée à la personne d'un Premier ministre. Il me dit que ce n'est même pas le problème lié aux membres du gouvernement. C'est un problème d'intérêt national qui concerne les Maliens, au service desquels vous êtes. Je vous invite à aller vers ceux qui prennent le non pour les convaincre de revenir vers le oui, parce que la Constitution est un acte qui nous concerne tous. Il ne s'agit pas d'une élection individuelle pour désigner un député ou un conseiller municipal ou autre. Il s'agit de refonder notre pays. Notre pays s'apprête à entrer dans un processus électoral et les radios ont un rôle central à y jouer. Je vous lance donc cet appel confraternel. Restez professionnels tout en respectant les principes de ce noble métier. Les statuts et règlements intérieurs adoptés ont été ratifiés lors de ce 9e congrès. Toutes nos félicitations au nouveau président Bokoum. Une délégation du ministère de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration a effectué une visite sur le chantier de la tour de l'ORTM. Objectif, s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nhoum Sissoko. Le chantier de la tour de l'ORTM est exécuté globalement à 52%. Les travaux de grosses œuvres sont réalisés à 90%. Le secrétaire général du ministère de la Communication en lieu et place du ministre a visité le chantier pour s'enquérir de l'état d'exécution des travaux. C'est un bâtiment robuste. Je pense qu'en termes de qualité, il n'y a pas de doute. Donc aujourd'hui, l'entreprise, encore une fois, fait ce qu'elle peut faire. Donc c'est de continuer sur la même lancée. Ils ont fait beaucoup de sacrifices, que ce soit l'entreprise elle-même, que ce soit les bureaux de contrôle et de suivi. Tout le monde est sur le chantier avec les peu de moyens. Donc c'est de continuer dans la même lancée, mais aussi la direction de l'ORTM continue à assurer son suivi quotidien à travers le coordinateur du bâtiment. Donc chacun doit jouer son rôle. Et nous, département, notre rôle, c'est aussi d'impulser. Notre objectif, c'est vraiment que le président de la transition puisse inaugurer ce bâtiment. C'est vraiment l'objectif ultime et nous allons y travailler pour que cela puisse arriver. Ça va contribuer à changer le visage même de la communication au Mali. Donc, parce que l'ORTM va être au centre de tout cela, parce qu'aujourd'hui, quand vous le regardez même dans la sous-région, je pense que c'est un bâtiment qui n'a pas à souffrir par rapport aux autres pays. Donc c'est vraiment quelque chose de grandiose et chacun doit mettre du sien pour que ce bâtiment puisse finir. La difficulté majeure du chantier réside dans le manque de ressources financières qui entrave la poursuite normale des travaux. Le chantier a commencé il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a beaucoup de paiements qui sont en souffrance, qui font que l'entreprise n'arrive pas véritablement à avancer sur un certain nombre de choses. Particulièrement en ce qui concerne tout ce qui est les questions d'antiquité, de carrelage, l'électricité qui ne peut pas avancer si on n'avance pas sur le lot numéro 1 qui concerne le bâtiment de façon générale. Au niveau du ministère de l'économie et des finances, pour essayer d'éponger un certain nombre de décomptes qui sont au niveau du trésor, nous allons continuer à pousser, à interpeller pour que vraiment ce bâtiment puisse finir. Cette gigantesque tour de l'ORTM en chantier comporte 56 bureaux, 13 studios, 9 régies, 3 grandes salles de réunion et de nombreuses commodités. Les travaux sont exécutés par l'entreprise Comatex Ibat SA. Les ambitions de l'école de journalisme et des sciences de la communication sont grandes
pour l'année 2023 et avec un budget prévisionnel de plus de 546 millions de francs CFA, la structure compte se donner les moyens pour l'atteinte des objectifs. C'est du moins ce qui ressort des travaux de la sixième session du conseil d'administration de la structure. Le compte-rendu de Modibo Mariko. Cette 6e session du conseil d'administration ouvre de nouveaux chapitres plus ambitieux pour l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication. De nouveaux chapitres avec en perspective beaucoup de projets. Le plus grand projet de ce budget est sans nul doute la recherche d'un nouveau siège pour l'école supérieure du journalisme et des sciences de la communication. Il s'agit aussi du financement de certains projets de recherche au profit de nos enseignants-chercheurs et de nos enseignants vacataires, et puis de la formation de nos agents en gestion des ressources humaines et en rédaction administrative. Des activités en perspective qui seront matérialisées concomitamment aux travaux de conception d'un plan stratégique et des manuels de procédure pour pallier les insuffisances constatées dans le fonctionnement de l'école durant ces 5 années d'existence. L'effectif de l'école devrait passer de 25 à 35 en licence 1 de journalisme et de communication et pour cause. L'idée, c'est d'offrir sous forme de bourse les 5 premières places aux 5 lauréats du concours détenteurs du bac de l'année en cours. C'est une manière de donner une opportunité aux enfants des familles défavorisées. Même si plusieurs conventions de partenariat sont signées ou en cours de finalisation, des défis attendent encore les responsables de l'école. L'école devra travailler davantage à relever d'autres défis liés au renforcement qualitatif et quantitatif de ses ressources humaines, à la création des départements d'enseignement et de recherche, à l'acquisition de matériel roulant pour les sorties pédagogiques, à l'amélioration constante de ses équipements pédagogiques et des enseignements dispensés. Elle doit aussi travailler à l'accroissement du niveau de ses ressources propres et au développement des partenariats. Des ambitions et défis que l'école compte relever avec un budget prévisionnel pour 2023 de 546 millions et demi de francs CFA contre plus de 520, soit une augmentation de 0,5%. L'État subventionne ce budget à hauteur de plus de 474 millions et demi de francs CFA contre des ressources propres de plus de 111 millions et demi de francs CFA. La page dédiée au référendum est ainsi ouverte. Les membres du Conseil économique, social et culturel étaient à l'école des experts du projet de constitution. Il s'agissait pour eux de s'approprier le contenu du projet de loi fondamentale. Plus de détails avec Modibo Mariko. Pour s'approprier un projet, encore faudrait-il connaître son contenu. Raison toute trouvée par les membres du Conseil économique, social et culturel pour initier cette session. Ainsi, avec l'aide de l'expert, le professeur Aruna Diallo, le projet de loi fondamentale de ces fêtes a été largement expliqué et débattu dans ses articles, chapitres, mais surtout ses innovations. Un exercice au final qui a atteint tous ses objectifs. Nous avons voulu, en marge de la session du Conseil économique, social et culturel, de faire venir expert, mais lui-même il dit qu'il n'est pas expert. Tout le monde est expert d'après ses expressions, mais nous pensons que lui est expert, tout simplement parce que c'est dans son domaine professionnel et mieux, il a participé à toutes les étapes pratiquement, depuis au niveau du comité jusqu'au niveau de la commission de finalisation, et pour voir vraiment les tenants et les aboutissants, les pour et les contre. Fort de tout cela, il est en mesure de pouvoir donner vraiment suffisamment d'informations autour de ces projets de constitution qui, si tout se passe bien, le 18 juin, le vote va se faire et nous aurons vraiment les résultats. Je crois que le fait qu'il soit là, c'est une première. Tout de suite, en sortant de la salle, il y a un membre qui me dit que ça a été une meilleure chose, que vraiment le professeur soit là, qu'il puisse expliquer aux uns aux autres et les questions qui ont été posées avec des réponses vraiment claires et nettes. Ça permet aux gens de vraiment mieux comprendre l'enjeu. Et ça permettra, je crois, que les jours de vote, de faire en tout cas ressortir cet aspect de l'appropriation de ces projets de constitution. Donc nous sommes vraiment satisfaits dans la mesure où l'ensemble, en tout cas, des membres du Conseil ont eu à apprécier et chacun s'engage en ce qui nous concerne
aller dans le sens vraiment d'un oui massif. Cette rencontre fera place dans les prochains jours à une autre, celle des communications dans les différentes bases. Pour ce faire, tous les responsables des fêtières représentés au Conseil économique, social et culturel ont reçu des exemplaires du projet de constitution. Chacun à son tour, même étant ici, est en mesure de communiquer avec sa base pour pouvoir faire passer vraiment les bonnes informations. Des inquiétudes par rapport à certains aspects ont été posées, comme en tout cas préalable, les bonnes réponses ont été données. Donc les gens sont en mesure demain dire à ceux qu'on leur poser la question hier par rapport à tel aspect, voilà la bonne réponse, voilà la bonne vision de la chose. Et ce qui fait que ça permettra en tout cas de mobiliser les gens, parce que c'est ça surtout l'effet recherché, aller dans le sens vraiment d'un oui massif. Et l'institution, à travers son premier responsable, a officiellement apporté une motion de soutien à la Constitution, un acte qui se justifie pour qui sait que le Conseil économique, social et culturel a participé au processus qui a abouti à son élaboration. Le porte-parole de l'Union des imams et érudits du Mali, UMAMA, Oumar Babadiko, appelle les Maliens à voter non pour les élections référendaires. Pour lui, ce projet de constitution ne favorise pas la souveraineté réelle au peuple malien. Il est au micro de Mariam Koulibaly. La raison pour laquelle on a demandé au peuple malien de voter non, c'est juste une question de souveraineté. Car nous ne voulons pas une souveraineté sous haute surveillance. On ne s'est jamais opposé à ce régime et on ne va jamais s'opposer à ce régime. Tandis que le changement qui est en cours, c'est nous qui l'avions demandé, c'est nous qui avons fait ces démarches, c'est nous qui avons accepté de passer la nuit au boulevard, mobiliser les gens, galvaniser les imams, galvaniser le peuple malien. On l'a fait contre vents et marées, nuit et jour, sans contrepartie. On a accepté de faire ce sacrifice. Et c'est pour cette raison que nous revenons aujourd'hui vers ces mêmes peuples pour les inciter à pouvoir faire le bon choix, qui est de voter le non. Car une constitution laïcisée ne peut pas être à l'avantage du peuple malien. On avait demandé d'enlever au moins la laïcité dans l'éducation. Ça n'a pas été entendu. Donc c'est le gouvernement, le régime qui a essayé de nous qualifier d'opposants. On n'a jamais été opposants en réalité. Nous sommes avec eux, on les a aidés. Qui nous écoutent juste un seul mot, un seul concept nous a créé la divergence entre nous. On n'avait pas voulu ça, on n'avait pas souhaité ça, mais malheureusement on n'a pas été écoutés et ils n'ont pas voulu écouter aussi nos imams qui avaient demandé ce changement, qui avaient demandé de changer la constitution et de mettre le mot multiconfessionnel. Ils n'ont pas voulu écouter nos imams et ça amène une forme de bras de fer qui n'aurait dû pas avoir lieu. On a tout le temps aidé ce régime et on va les aider, mais qu'ils écoutent quand même nos dirigeants pour le bien-être du peuple. Car le oui ne pourra en aucun cas être le bon choix, car c'est un concept qui est là, une idéologie impérialiste, colonialiste, étranger, qui nous a été imposée dans cette constitution. En aucun cas, on ne peut pas appeler les Maliens à voter oui avec une idéologie impérialiste, colonialiste, étranger, un concept étranger. Ce n'est pas possible, car on s'est battu contre cette idéologie impérialiste, cette idéologie colonialiste, car on veut que nous éduquons nos enfants avec nos cultures, nos valeurs et nos mœurs. On ne veut pas être des esclaves des Occidentaux, on ne veut pas qu'on nous impose un concept étranger. On s'est battu pour ça, ça va en porte-à-faux et ça nous désavantage. Et ça va en contradiction avec l'esprit de souveraineté que le gouvernement a engagé le 14 janvier pour dire que le Mali sera un pays souverain. La souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est des actes qu'on doit poser. C'est des actes qu'on doit poser. C'est des éveils de conscience. Ce travail d'éveil de conscience que nous faisons à longueur de journée. On a aidé le gouvernement pour ça et on continue à les aider. On n'a jamais baissé les bras. On va toujours continuer à les aider. Que nous écoutent juste pour qu'on puisse sauver ce pays, ces beaux pays, pour qu'ensemble, les partisans du oui, les partisans du non, on puisse se réunir, former un grand Mali, le grand Maliba. C'est tout ce que nous demandons à eux. On n'a demandé ni argent, ni gouloir, ni poste. Juste qu'ils essayent d'améliorer la constitution, qu'ils fassent de cette constitution une constitution qui reflète à nos valeurs ancestrales, sociales, religieuses. C'est tout ce que nous avons demandé. Et regardez, dans la constitution, ça fait 191 articles. Et c'est 60 experts qui ont fait ce travail. Il n'y a aucun connaisseur qui connaît nos valeurs religieuses. C'est dommage. Ce communiqué dans le cadre de l'organisation de la campagne médiatique de l'élection référendaire du 18 juin 2023, le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les représentants des deux courants à se présenter au siège de l'organe le vendredi 9 juin 2023 pour l'enregistrement de leur message de campagne. 10h, le courant du non, 10h30, le courant du oui.
Session de formation à l'intention des hommes des médias pour leur permettre d'assurer une couverture médiatique correcte du processus électoral. L'atelier est organisé par le CMD en partenariat avec la HAC et l'Institut international pour la démocratie et l'assistance aux élections, Batraoré. Le Mali entame dès ce mois de juin un long processus électoral. La réussite de ce challenge nécessite l'implication des hommes des médias, ces derniers étant appelés à faire un travail professionnel pour éviter des tensions avant, pendant et après les élections. La session de formation de 3 jours à l'intention des hommes des médias trouve là toute sa justification. Elle est organisée par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CEMDID et son partenaire la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Le Mali se prépare à une consultation référendaire le 18 juin 2023. À cette occasion, le pays a besoin de journalistes professionnels chargés de couvrir un événement très important, mais un peu particulier, car différent d'une élection en d'autres termes. Il revient donc à vous, journalistes, de faire violence sur vous-même pour dire vrai et juste, mais constructif. Vous devez observer les règles d'éthique et de déontologie qui s'appliquent à votre métier. Il est très important que les journalistes, qui sont des acteurs clés dans la couverture des élections, puissent, à ce stade-là, être totalement briefés par des experts sur la meilleure façon de s'impliquer dans le processus électoral. Ainsi, pendant 3 jours, ils auront à connaître à la fois les institutions et les autorités qui participent au processus électoral. Et ça permet de savoir auprès de quelle institution aller chercher quel type d'informations. Cette rencontre bénéficie de l'appui de l'Institut international pour la démocratie et l'assistance aux élections. Plusieurs modules seront exposés par des experts. Des modules relatifs entre autres aux médias, élections et sécurité des journalistes, à la fraude électorale, à la couverture professionnelle d'une campagne électorale. Formation des membres de l'EJ des différentes coordinations de la région de Tombouctou. Ceux de la région de Ménaka renforcent également leur capacité afin de jouer pleinement leur rôle dans les différents scrutins électoraux à venir, suivant les reportages de Najim Baba Sissé à Tombouctou et Mohamed Lamine Maïga à Ménaka. L'autorité indépendante de gestion des élections est l'un des maillons essentiels dans le processus électoral. Après l'installation de ses membres, leur renforcement de capacité est plus que nécessaire afin qu'ils puissent être totalement opérationnels. C'est pourquoi une mission nationale d'experts de l'EJ est à leur côté afin d'outiller l'ensemble des coordinations niveau région, cercle et communes de la région de Tombouctou. Nous sommes venus pour former les coordinations de l'EJ au niveau régional, au niveau cercle et au niveau commune. Maintenant, au niveau de la région, c'est 7 personnes. Au niveau des cercles, c'est 7 personnes. Mais au niveau des communes, c'est 2 personnes. Les 2 personnes qui vont recevoir cette formation vont en tout cas dispatcher cette formation aux 5 autres qui ne sont pas venus. Cette formation se tient dans le cadre du projet d'appui aux réformes et aux élections au Mali. Elle est axée sur des modules visant à mieux expliquer l'importance et les responsabilités des coordinations de l'EJ, les principaux acteurs du processus électoral et un exercice pratique sur le déroulement de la journée électorale. Nous avons prévu également un module sur le déroulement de la journée électorale, comme c'est le point très important pour permettre à tout un chacun de comprendre comment fonctionne la journée électorale. Et après cela, il y aura un dernier module également sur la planification électorale, les replis du matériel. Notre état final est recherché, c'est que les élections se tiennent dans des conditions apaisées, sécurisées, sans problème. Et je souhaite que chacun de vous ait ça à l'idée. Qu'est-ce que nous devons faire pour atteindre ce but? Nous devons faire tout pour que nous réussissions ces référendums-là, l'ensemble des élections à venir. Ce renforcement de capacité est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement malien et l'ensemble de ses partenaires œuvrant dans le cadre de la bonne tenue des élections au Mali. Cette session va conforter ces hommes et femmes dans l'exercice de leur mission prioritaire. Ils sont venus de 4 cercles de la région de Ménéka, à savoir André Boukan, Ménéka, Ineka et Tindermen, pour suivre cette formation. Les membres des coordinations de l'EJ de la région sont ainsi outillés pour faire face aux différentes élections.
L'EIGE a pour mission l'organisation et la gestion de toutes les opérations référendaires électorales. Elle exerce ses missions en toute indépendance et de manière objective, transparente et impartiale. Le gouverneur de la région les a invités à s'approprier dès à présent tous les documents, notamment la loi électorale et les guides de l'EIGE. Renforcer les capacités des membres de coordination de l'EIGE sur le déroulement de la journée électorale. C'est pour vous dire que vous devez être très attentifs, très curieux pour que vous puissiez bénéficier de l'immense expérience de ces formateurs, pour que vous puissiez véhiculer la formation que vous avez obtenue ici en salle à vos collègues qui n'ont pas la chance. En visitant les distributeurs des cartes d'électeurs, le chef de l'exécutif régional les a demandé une bonne gestion de ces cartes. Le colonel-major Tembeni les a invités à une meilleure organisation de la distribution, de la patience et surtout un climat apaisé. La formation a ainsi permis de renforcer les capacités techniques, opérationnelles de l'ensemble des membres de coordination de la région de Ménéka afin de conduire de manière efficace les élections. Je l'annonçais dans le sommaire, 50 000 tonnes de blé en provenance de la Russie. C'est un geste des autorités de ce pays ami pour aider le gouvernement malien dans ses efforts de stabilisation des prix des denrées de grande consommation. Une première cargaison de 25 000 tonnes sera réceptionnée officiellement demain au port autonome de Conakry par une délégation conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. À la veille de cette cérémonie, Redouane Aga Mohamed Ali a visité les installations portuaires et rencontré les responsables sur place. Envoyé spécial à Conakry, Djeli Makanjabati et à Konati. Il s'est immobilisé dans les eaux guinéennes du port de Conakry tard dans la soirée du 7 juin 2023. Le Singapore Spirit, un imposant navire qui bat pavillon panaméen et qui transporte du blé russe destiné au Mali. Une aide du gouvernement de la Fédération de Russie au gouvernement malien pour soutenir les autorités de la transition dans leurs efforts de stabilisation des prix des denrées de première nécessité. À l'accueil, une mission conduite par le ministre commissaire à la sécurité alimentaire. Le but de cette mission est de concrétiser la première opération de réception de blé offert gracieusement par le gouvernement russe au gouvernement malien. Il s'agit d'une quantité de 50 000 tonnes dont on va réceptionner aujourd'hui et demain la première cargaison de 25 000 tonnes, sachant que l'autre moitié arrive dans une semaine. Le commissaire à la sécurité alimentaire qui est monté à bord du navire pour constater de visu la cargaison transportée n'a pas manqué de saluer l'équipage pour la mission accomplie. Aussitôt arrivé au port de Conakry, le cargo est pris en charge par les autorités portuaires conformément à la volonté et à l'engagement des plus hautes autorités maliennes et guinéennes. Autour du navire, une dizaine de camions chargés de convoyer le blé jusqu'aux différents magasins de silos. Alport Conakry, filiale du groupe Al Bayrak chargé de l'exploitation des installations portuaires, n'a rien laissé au hasard pour faire de cette opération une véritable réussite. Pour la première fois, nous allons assister en 2 semaines à des navires totalisant 50 000 tonnes de blé. Et depuis, c'est une première dans l'histoire du transit du port de Conakry. Et donc, ce qui montre que c'est vraiment une volonté affichée des autorités. Et en tant qu'opérateur portuaire, Alport Conakry a pris toutes les dispositions nécessaires pour dessaisir le bateau et avec une cadence tellement rapide. Nous avons des capacités de stockage importantes pour stocker ces navires et aussi pour assurer aussi l'enlèvement direct vers le Mali. Pour s'assurer de l'effectivité des dispositions prises pour réussir cette opération, première du genre, Redouane Ag Mohamed Ali et sa délégation se sont rendus à la direction du port autonome de Conakry. Rencontre avec le PDG et son staff avant une visite au siège de Alport Conakry pour un exercice similaire. Visite des silos et autres magasins de stockage, du parking et de l'auberge construits pour les chauffeurs maliens. Le ministre commissaire se dit satisfait des dispositions prises par les autorités portuaires. Je peux vous assurer qu'à la fin de cette visite,
que toutes les dispositions sont prises à la fois par les autorités maliennes, les autorités guinéennes et aussi les autorités portières et celles qui sont chargées de la gestion du port de Conakry. Tout est fin prêt. Les premiers camions maliens sont déjà sur place, ils commencent déjà à charger aujourd'hui. Ils seront déjà sur le chemin de retour sur Bamako à partir de demain. C'est le lieu de remercier l'ensemble des autorités, les plus hautes autorités maliennes, à la tête desquelles le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le président de la Fédération de la Russie, M. Poutine, et le président chef de l'État de la Guinée, Mamadou Doumbia, pour tous les efforts qu'ils ont consentis directement, personnellement, grâce à leur implication personnelle pour la réalisation de cette opération. L'approvisionnement du Mali en denrées de grande consommation à partir de la Russie, une volonté des chefs d'État des deux pays qui n'ont ménagé aucun effort pour que cela soit aujourd'hui. On se rappelle que les négociations conduites à Moscou en octobre 2022 par le ministre de l'économie et des finances précédaient elles-mêmes d'une mission de haut niveau avec à sa tête le chef de la diplomatie malienne dans la capitale russe, avait concerné, outre le blé, les engrais mais aussi les produits pétroliers. Ici, au Mali, l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des établissements de santé ANAES et Palladium Group International s'engagent à cheminer ensemble dans la promotion des soins de santé de qualité et l'accréditation des structures sanitaires au Mali. Les deux structures ont procédé à la signature des documents de collaboration d'entente. Reportage Jules Sambou Sissoko. La signature du protocole d'entente entre l'ANAES et Palladium Group International, initiateur du projet USAID Kenya Sinsiwale, participe à la promotion et à l'amélioration des soins de santé de qualité au Mali, et particulièrement dans les régions de Sikasso, Ségou et Mopti. L'évaluation et l'accréditation des structures sont le principal domaine d'intervention. Le protocole d'attente prévoit un certain nombre d'avantages pour l'ANAES. Il s'agit entre autres le renforcement du réseau de partenariats dans le domaine de l'accréditation, l'appui à l'atelier d'orientation et d'information des acteurs dans le cadre de l'accréditation des centres de santé communautaires dans les régions de Sikasso, Ségou et Moti, l'appui à la conduite des visites d'accréditation dans les centres de santé communautaires, l'appui au processus d'accréditation des laboratoires communautaires dans les régions de Sikasso, Ségou et Moti. Cette convention, elle scelle un plan d'accréditation de 20%, donc un peu plus de 135 structures sanitaires dans les trois régions, Sikasso, Ségou et Mopti, à l'horizon 2025, mais d'ici 2023, l'objectif est d'accréditer 45 structures sanitaires. La collaboration devra contribuer à l'atteinte des objectifs de performance sanitaire à tous les niveaux de la pyramide. Je voudrais exprimer notre gratitude au gouvernement américain à travers l'USAID et aussi à Palladium Group International à travers le projet Kenya Sinsiwale pour leur appui inestimable au peuple malien et leur implication aux côtés du ministère de la Santé et du Développement social. Ce protocole de partenariat apportera à coup sûr une impulsion nouvelle au dynamisme de la coopération entre les deux entités. Le défi pour l'Institut national de prévoyance sociale INPS reste aujourd'hui le recouvrement des charges sociales des travailleurs auprès des employeurs. C'est ainsi que l'Institut organise une journée d'échange pour faire le diagnostic de la problématique sur le recouvrement des cotisations. Les détails avec Mamadou Fane. Ces journées d'échange sur le recouvrement des cotisations sociales de l'INPS visent à faire l'état des lieux sur le niveau de recouvrement des charges sociales des travailleurs. Avec une crise économique majeure qui touche tous les secteurs d'activité, l'Institut est aujourd'hui confronté au défi de mobilisation des ressources pour répondre aux besoins de ses adhérents. Ces journées sont donc destinées à doter l'INPS d'une véritable feuille de route en matière de recouvrement des cotisations sociales pour les 5 prochaines années. Notre écosystème, visiblement marqué par une crise économique majeure, avec des milliers d'emplois supprimés, doit nous amener à repenser notre méthode d'approche pour faire plus de ressources, afin d'être à hauteur d'ambition pour nos travailleurs.
Durant 3 jours, les échanges vont porter sur l'immatriculation des employeurs et des assurés, le recouvrement des cotisations, le contrôle des employeurs et le recouvrement des contentieux. L'accroissement continu des charges de l'INPS commande que les employeurs payent leurs cotisations sociales à bonne date. Le respect des dispositions du Code de prévoyance sociale par les employeurs est capital et doit être notre credo. Que chaque employeur paye à bonne date tout ce qu'il doit et rien ce qu'il doit. Le directeur général de l'INPS a tenu à saluer l'engagement des travailleurs qui, malgré un contexte difficile, ont obtenu des résultats satisfaisants. Il les a exhortés à retrousser les manches pour combler les attentes des assurés. Célébration de la Journée internationale des archives, c'est demain 9 juin. La synthèse du message du secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagno avec Mariam Koulibaly. Faire connaître le rôle des archives et valoriser le travail des archivistes, c'est tout le sens de la Journée internationale des archives célébrée chaque 9 juin. La journée est placée cette année sous le thème « Enrichir les sociétés du savoir ». Au Mali, nous avons décidé de commémorer cette grande fête avec le défi suivant, préserver et conserver les archives dans un contexte de crise sécuritaire. Les conférences et l'ensemble des débats se feront à l'aune de ces défis. À en croire le secrétaire général du gouvernement, cette célébration est une aubaine pour partager de bonnes pratiques, d'expériences et surtout de mettre en évidence toute l'importance des archives dans la vie de la nation. S'il y a des biens de la société qui doivent être sauvegardés dans l'intérêt de toutes les générations, ce sont les archives. En effet, l'avenir des nations se construit sur la base d'une connaissance irréfutable de son passé et plus aucun dirigeant au monde ne peut définir des orientations dans l'ignorance du passé. Il salue par ailleurs l'effort consenti par le gouvernement du Mali dans la conservation et la préservation des archives. Le gouvernement a consenti de gros efforts pour la modernisation du système d'archivage et de son accessibilité aux usagers, en particulier les étudiants, les chercheurs et les historiens. Il a réalisé la numérisation de l'archivage du journal officiel de la République du Mali à travers la mise en place d'un dispositif moderne de gestion et de conservation des documents et archives au secrétariat général du gouvernement. À rappeler que la Journée internationale des archives est établie depuis 2005 à l'initiative du Conseil international des archives. Lancement à Gao des activités de réinsertion des femmes associées aux groupes armés dans la vie socio-économique. Le point avec Aliou Idrissa Maïga. Depuis 2017, notre pays s'est lancé dans un processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion DDR des ex-combattants. Pour le processus qui vient d'être lancé à Gao, 900 femmes associées aux groupes armés sont concernées. Tous les mouvements signataires de l'accord sont concernés par le processus. L'objectif visé, c'est pour que ces femmes puissent vraiment s'autosuffire et entreprendre des activités génératrices de revenus. Pour démarrer ces activités de réinsertion socio-économique, 5 femmes des mouvements de l'inclusivité venues de Gao et de Menaka vont suivre un processus de screening allégé leur permettant d'être formées et bénéficier de kits de réinsertion. Le démarrage de ce processus de réinsertion des femmes associées au groupe armé est une avancée significative de l'accord pour la paix. C'est une preuve de la volonté des autorités administratives et coutumières, du gouvernement, des groupes signataires de l'accord, des organisations de la société civile, des femmes et des jeunes, ainsi que la communauté internationale, d'atteindre l'objectif paix et stabilité au Mali. L'administration est l'un des premiers bénéficiaires de ce processus, puisque quand il y a la paix, il y a la stabilité et que les femmes sont autonomes, cela va certainement dans l'avantage de l'administration, puisque nous sommes là pour chercher cet apaisement et cette autonomisation des femmes. Le DDR est notre plus grand souhait qui se concrétise. C'est une grande réalisation au profit de la région. Nous sommes très heureuses et nous remercions la MINUSMA
et les plus hautes autorités qui nous ont bien accueillis. Cette intégration qui permettra aux ex-combattants de déposer les armes et participer au développement économique, social et culturel de notre pays s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de paix signé entre le gouvernement malien et les groupes armés. L'ONG Malimark vient de présenter à Koulikoro les résultats de ces tests. Cette activité a été couplée à la rencontre d'information et de sensibilisation des producteurs agricoles sur les produits alternatifs phytosanitaires, sur les cultures et les fertilisants du sol. Compte rendu Diemba Moussakounati. De 2019 à 2022, l'ONG Malimark a distribué environ 800 kits d'Aflasafe aux producteurs qui ont été testés sur le sorgho, le maïs et l'arachide dans ces zones d'intervention dans la région de Koulikoro. Les acteurs de mise en œuvre, les partenaires ainsi que les producteurs sont réunis pour présenter les résultats des tests réalisés avec le produit. C'est le cumul des 3 années qu'on vient présenter aux producteurs pour qu'ils voient qu'est-ce que le produit a donné pendant ces 3 années-là et essayer de les sensibiliser davantage dans l'utilisation de l'aflaxif pour mieux prévenir l'aflatoxine et leur montrer également les débouchés qu'ils peuvent avoir avec des produits de bonne qualité et sains. Cet atelier vise en outre à montrer aux producteurs les conséquences néfastes de l'aflatoxine sur les récoltes afin de les inviter à utiliser les produits de traitement biologique des cultures. Avec le changement climatique, les produits agricoles que nous essayons de produire sont affectés par différents stress. Et parmi ces stress, il y a les attaques des champignons et certains de ces champignons causent l'aflatoxine. Et l'aflatoxine est une substance qui, une fois qu'elle s'intègre dans le corps, affecte la croissance des enfants et peut amener à d'autres maladies sur le foie. Aujourd'hui, moi j'ai une très bonne impression de ces tests qui se sont passés au niveau de ma région. Pendant les 4 ans avec nos producteurs, nous avons pu vraiment les faire comprendre, les apprendre aussi comment faire l'aflasafe, comment utiliser l'aflasafe au niveau des champs. Après la restitution des résultats, les participants se sont retrouvés en plein air pour suivre une séance de démonstration de produits alternatifs bio pour le traitement des cultures. Un traitement composé de tourteaux de Nîmes, d'huile de Nîmes, de cendres, de tabac, de piment, entre autres. Auparavant, un sketch sur la rentabilité de l'aflasafe avait été présenté au public. Nous restons à l'intérieur du pays pour parler de l'autonomisation des femmes et des filles qui se renforce dans le village de Dar Salam, commune rurale de Kalsigida, dans le cercle de Nyoro. On en sait plus avec Fousseni Samaki. Ces 4 étangs piscicoles sont aménagés, empoissonnés et entretenus grâce à un partenariat entre le groupement des femmes Benkadi de Dar Salam, commune de Kalsigida, cercle de Nyoro, ONU Femmes et le Fonds Climat. Une initiative qui vise à améliorer les moyens d'existence durable, l'atténuation et l'adaptation des communautés de pêche face au changement climatique. Avec le projet, on a mis 1175 élevants de tilapia et 606 clarias dans ces étangs. On a été formés sur l'entretien et la gestion des étangs. Cela a créé l'entente et la cohésion entre nous. Les recettes serviront à améliorer l'alimentation et contribuer dans les dépenses du ménage. Cette activité d'autonomisation des femmes, encadrée par la direction régionale de la pêche de Ségou, a permis de récolter 2 tonnes 400 kg de poissons au bout de 6 mois. Nous avons réalisé ces 4 étangs pour les femmes de Dar Salam, pour amener les femmes déjà à une certaine autonomisation, pour les aider à améliorer leurs conditions de vie en général et aussi les appuyer pour être quelque part des appuis solides pour les familles, pour les ménages et pour tous les villages. A rappeler que le projet d'appui à l'amélioration des moyens d'existence durable, l'atténuation et l'adaptation des communautés de pêche face au changement climatique PACP est mis en œuvre dans les cercles de Bla, Baroweli, Massina, Nyono et Ségou dans la région de Ségou.
Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a validé le plan de la campagne agricole 2023-2024 avant de grandes annonces pour le secteur agricole. C'était lors du 13e Conseil supérieur de l'agriculture tenu lundi dernier. L'État se focalisera sur l'aide aux agriculteurs pour faire booster les productions. De grandes réformes sont en cours. Pour expliquer les réformes, le ministre du Développement rural est l'invité de la semaine avec Sira Bachili. Chaque année, l'État se délaisse d'une part très importante des recettes de l'État pour essayer d'aider les exploitants agricoles. Parce que quand on voit la structure de notre production, de nos producteurs, il y a des entreprises agricoles, mais la plupart, c'est les exploitations familiales. Et ces exploitations familiales n'ont pas assez d'argent pour pouvoir produire. Donc l'État les aide, les appuie, les soutient pour qu'ils puissent produire. Donc les soutiens qu'on leur donne, et souvent il y a des difficultés pour que ces soutiens arrivent à destination. Donc ces réformes sont en cours et il nous a instruit de pouvoir travailler de façon laborieuse pour essayer d'achever cela. Pour remonter la pente, le président de la transition a fait 2 grandes annonces concernant le sous-secteur coton. Il a d'abord décidé que l'État prendra en charge tous les dégâts causés par ces acides-là à hauteur de plus de 9 milliards de francs CFA. Quel sera l'impact d'une telle décision pour le monde rural? Cela a l'avantage de leur permettre de ne pas être endettés et de leur permettre de pouvoir produire cette année en vue de se relancer dans l'activité. Voilà, à suivre après ce journal, l'invité de la semaine animé par Sira Bachili. Votre chronique hebdomadaire du journal télévisé Un jour, une formule se met en congé de quelques jours. Abondance de l'actualité oblige avec la campagne référendaire dont la boucle sera bouclée le 18 juin prochain. Du coup, la rubrique hebdo du jeudi reprendra ses droits de cité avec Sori Ibrahima Keita. Point Covid. Ce 8 juin 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 39 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 2 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Sport. Coupe du Mali féminine de football. La finale se joue ce vendredi au stade du 26 mars de Yilimadjo. Elle mettra aux prises les Amazones de la commune 5 à l'AS Mandé. Les détails avec Salif Ouedraogo. Une finale de coupe en football ne se joue pas, mais elle se gagne. C'est avec cette assertion en tête que les Mandékas de la commune 4 et les Amazones de la commune 5 cherchent à mettre les atouts de leur côté pour gagner la finale de la Coupe du Mali ce vendredi. Pour l'AS Mandé, il s'agit de réaliser le doublé Coupe Championnat et remporter son 6e trophée dans cette compétition. Quant aux Amazones, il est plutôt question de sauver leur saison avec la Coupe du Mali en inscrivant pour la première fois leur nom au palmarès de cette compétition. Nous sommes prêtes, nous sommes bien entraînés. Nous comptons gagner cette finale. Inch'Allah aussi, plaît à Dieu. C'est une fierté quand même, parce que c'est la première fois d'être en finale. Donc, on fera tout notre possible pour prendre la coupe. Dans leurs préparatifs, l'accent est essentiellement mis sur le travail. De la gestion technique à l'aspect mental et psychologique, en passant par les situations standards, rien n'est négligé. Nous souhaitons gagner et on respecte l'adversaire. Il faut que nous gagnions ce match pour parachever l'œuvre que nous avons commencée. Cette préparation doit être basée sur le mental d'abord. On a beaucoup travaillé sur ça et au terrain et les mentalités maintenant, on est en train de faire les derniers réglages pour pouvoir jouer ces matchs. Malgré l'enjeu énorme que représente une finale de Coupe du Mali, les Mandékas et les Amazones ont tendance à banaliser ce match et envisagent de l'aborder comme toute autre rencontre habituelle. C'est là pour éviter le stress et la pression inutile. Page noire dans ce journal, Keita Awatiro n'est plus enseignante à la retraite et femme battante. Elle nous a quittés ce dimanche 4 juin 2023 à l'âge de 95 ans. Awatiro
était une femme engagée pour les causes féminines au Mali et en Afrique pendant plusieurs années. Elle a été accompagnée à sa dernière demeure par sa famille, ses anciens collègues et de nombreuses personnalités. Souleymane Sidibé. Le Mali perd une figure emblématique, une combattante pour l'indépendance des États africains et une battante pour les causes féminines depuis les premières heures de l'indépendance. Keita Awachero, puisqu'il s'agit d'elle, est née en 1928 à Ségou. Enseignante de fonction, elle occupa plusieurs postes au plan national et international. En 2017, elle est décorée par les autorités du Mali, chevalier de l'Ordre national du Mali. Awa, institutrice, professeure et éducatrice, hors pair, engagée syndicale et politique, tu fus. Directrice des écoles de filles de Bafulabi, Mandjangara, Nyoro, Bamako. Professeure d'éducation physique, civique et morale au lycée de Badalabougou. Membre fondatrice du village d'enfants SOS de Sanankoroba. Membre du comité des villes jumelées Angers-Bamako. Membre fondatrice de la fondation Femmes d'Afrique et Culture, Mémorial de Rufisque. Des anciens ministres, des femmes leaders et sa famille, tout le monde garde d'elle une femme leader et qui doit servir d'exemple pour la nouvelle génération. Celle qui a consacré toute sa vie d'abord à la lutte pour les indépendances des pays africains, également à la création de l'Organisation panafricaine des femmes et ensuite dans sa carrière professionnelle, je pense que vous avez suivi tout à l'heure la lecture de son curriculum vitae et ça nous renseigne beaucoup sur cette grande dame dont le décès est une grande perte pour les femmes du Mali aujourd'hui. Une femme qui était là pour nous aider, qui était là pour éduquer. Nous retenons d'elle une grande pédagogue, une grande militante de la cause des femmes au Mali et en Afrique. C'est la maman internationale. C'est la maman de tout le monde. Des étrangers, la maman vraiment internationale. J'avais même un patron qui l'appelait maman. C'est la bonté même. Quand quelqu'un demande quelque chose, maman, on va donner tant. Maman dit toujours de doubler pour donner. Keita Awachero repose désormais à Badougou-Djoliba. Elle laisse derrière elle un grand vide des enfants et petits-enfants inconsolables. Nous prions pour le repos de son âme. Ainsi prend fin cette édition. ORTM1 vous remercie de votre fidélité. Bonsoir.